Chaque recoin semblait cacher quelque chose, et j'avais cette étrange sensation d'être observé depuis l'ombre. J'ai travaillé au cimetière national d'Arlington pendant mon service militaire. Les gardes du tombeau parlaient toujours d'avoir vu ou entendu des soldats marcher certaines nuits. Une fois, nous cataloguions des tombes lorsqu'il m'a semblé apercevoir un soldat de mon équipe un peu plus loin, alors je l'ai appelé. Il m'a répondu, mais de derrière moi. Quand je me suis retourné, l'autre soldat avait disparu. Je suis un sceptique, et je crois que tout ce qui est paranormal a une explication rationnelle, mais je n'arrive toujours pas à trouver de réponse à ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était comme si l'espace et le temps s'étaient soudainement perturbés. C'est difficile à expliquer, même pour moi, mais je reste convaincu que tout a une raison, même si je n'ai pas encore pu l'identifier. J'ai été photographe pour la marine américaine, je me trouve souvent dans les parties les plus profondes de l'océan, là où, parfois, on aperçoit de petites embarcations dérivant seules, vides ou apparemment abandonnées. Il arrive que ces bateaux semblent avoir été négligés, comme s'ils s'étaient détachés sans que personne ne se soit préoccupé de leur sort. Parfois, leur état est bien plus inquiétant, ils donnent l'impression d'avoir été habités, usés par le temps et laissés dans un état de délabrement, comme si une vie s'y était écoulée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force pour partir. D'autres fois, on remarque que quelqu'un est toujours là, à l'intérieur, mais leur bateau reste immobile, figé, pendant des semaines, sans la moindre trace de mouvement. C'est étrange et dérangeant, car on ne sait jamais si ces personnes sont là de leur plein gré, si elles attendent, ou si elles ont simplement été oubliées par tous. À chaque fois, l'océan me semble encore plus vaste et indifférent. Ces petites embarcations, perdues dans l'immensité, font partie de ces mystères qu'on rencontre trop souvent dans les profondeurs sans jamais réellement pouvoir y répondre. Un peu effrayant au début, mais la fin m'a fait lever les yeux au ciel. C'était en 2006, et j'étais jeune sergent, affecté à Fort Bliss. Juste à côté de la base se trouvait une zone d'entraînement près de l'aérodrome de Biggs. Nous étions chargés de garder du matériel pendant la nuit pour que la compagnie n'ait pas à rester sur place. J'étais avec un simple soldat. Je lui ai dit qu'il ferait des rondes pendant que je me reposais dans ma voiture, puisqu'on avait le droit d'y rester. Je me suis réveillé brusquement, quand j'ai entendu frapper à ma fenêtre. C'était mon soldat, complètement paniqué. Ça m'a un peu effrayé sur le moment. Le soldat, sergent. Réveillez-vous, il y a des ovnis dehors. Moi, quoi? Il pointe du doigt, et là, je vois ces lumières qui semblaient flotter et disparaître. Ça m'a pris une seconde pour comprendre, j'étais encore dans le brouillard du sommeil. C'est la chaîne de montagne Franklin. Tu regardes les voitures qui circulent sur la route panoramique. Les voitures devenaient visibles, puis disparaissaient lorsqu'elles tournaient au coin, pour réapparaître lorsqu'elles faisaient demi-tour. Au début, j'étais un peu énervé, mais le lendemain, c'était sans aucun doute l'une des expériences les plus drôles que j'ai vécues dans l'armée. En tant que marine, j'avais souvent le quart de garde de nuit au mémorial du bombardement de Beyrouth. Une partie du mémorial est dédiée à un cimetière militaire. Étrangement, cela ne m'a jamais vraiment effrayé d'être totalement seul dans ce cimetière reculé, en pleine nuit, entouré de bois épais de tous côtés. C'était en fait plutôt paisible, pour être honnête. Cependant, une nuit, alors que je faisais ma patrouille près de la clôture, où se trouvent certaines des pierres tombales les plus anciennes, j'ai entendu le son d'une femme qui fredonnait. Je me suis dirigé vers le bruit et j'ai remarqué une lumière qui brillait à travers les vignes et les buissons d'un grand arbre. En m'approchant, j'ai littéralement senti mes cheveux se dresser, comme si un courant électrique traversait l'air. J'ai écarté les buissons, et ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une vieille pierre tombale usée, avec une grande croix gravée dans le marbre. Mais cette croix brillait d'un bleu éclatant, presque comme un néon. Le fredonnement, quant à lui, était soudainement devenu beaucoup plus fort et semblait provenir de centaines de voix en même temps, comme une étrange pluralité.
Inutile de dire que j'ai paniqué. J'ai crié comme une gamine effrayée et j'ai couru jusqu'au parking. J'ai appelé le garde qui devait me remplacer, le forçant à venir plus tôt, puis j'ai passé le reste de mon quart dans la cabine de son camion. Je ne pense pas qu'il m'ait cru, mais il est resté dans son camion et n'est pas allé en patrouille jusqu'à ce que le soleil soit bien levé. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé le courage de retourner voir la tombe, en plein jour, bien sûr. Comme je m'en doutais, en plein jour, c'était une pierre tombale tout à fait banale. Il n'y avait pas de nom, juste la croix mentionnée. J'ai passé mes mains sur la pierre et vérifié s'il n'y avait pas une source de lumière cachée ou un panneau solaire, mais non, c'était juste une simple pierre, solide, sans rien d'exceptionnel. Le fredonnement avait disparu lui aussi. Je suis finalement retourné à mes quarts habituels, mais je n'ai plus jamais vécu quoi que ce soit d'anormal. Je n'ai jamais su à qui appartenait cette tombe non plus, mais je me surprends à y penser de temps en temps. Ça semble absurde quand je le dis à voix haute, et je suppose que ça aurait pu être une hallucination ou un truc causé par la fatigue de mon cerveau, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'était réel, un fantôme ou un esprit de quelque sorte, mais je ne pense pas que ce fût malveillant. Ce n'est pas mon histoire, mais je vais la raconter du mieux que je peux. Cela s'est passé lors d'une rotation au National Training Center, quelque part en 2015. Une bataille se déroulait la nuit, quand une lumière est apparue dans le ciel. Pendant environ 10 minutes, il n'y a eu aucun bruit. Cela peut ne pas sembler très intéressant à première vue, mais quand on regarde les chiffres et les statistiques, on parle ici d'énormes quantités de personnes et d'équipements pendant une rotation, avec une radio constamment en marche, du bruit de véhicules, des gens qui parlent, etc. Et soudainement, tout s'est arrêté, puis la lumière a effectué quelques virages étranges, dont un d'environ 90 degrés, avant de se diviser et de disparaître. Le silence complet était d'autant plus étrange dans un contexte où tout autour était normalement bruyant et actif. Et ce n'est pas seulement un petit éclat dans le ciel, c'était une lumière qui semblait délibérément se déplacer et interagir avec l'environnement de manière inhabituelle. Cela a laissé les gens perplexes et se posant des questions sur ce qu'ils avaient réellement vu. C'est l'histoire de mon père. Après son service au Vietnam, il a été affecté à une base aérienne en Islande. Les tempêtes de neige y étaient fréquentes et violentes, et chaque fois qu'une tempête éclatait, la base se mettait en alerte. Chaque section des dortoirs faisait un appel pour vérifier que tout le monde était bien présent. Ces tempêtes étaient d'une intensité rare. Des câbles étaient tendus entre tous les bâtiments pour que chaque personne s'y attache à l'aide d'un mousqueton, afin de ne pas se perdre en cas de blizzard soudain. Il y avait des cas où des gens mouraient à seulement 20 mètres de l'abri, perdus dans la tempête, congelés. Mon père se souvient qu'après 5 mois, chaque fois qu'ils étaient confinés en raison du mauvais temps, des hurlements terrifiants résonnaient à l'extérieur. Tous les membres de l'équipe étaient comptés et présents, donc personne n'osait sortir pour enquêter. Au début, on pensait que cela venait d'un animal. Mais chaque fois que ces bruits se faisaient entendre, la salle des moteurs était complètement dévastée. Des outils éparpillés partout, des papiers sur le sol, des tables et des boîtes à outils renversées. Une fois, même un moteur d'avion de plusieurs milliers de kilos avait été soulevé de son établi et jeté à près de 9 mètres de là. Les hangars et la salle des moteurs étaient équipés de caméras couvrant toutes les entrées possibles, avec des projecteurs suffisamment puissants pour éclairer même en cas de blizzard. Pourtant, aucune créature, ni humain, ni quoi que ce soit d'autre, n'a jamais été vue entrer ou sortir de ces bâtiments. Puis, un jour, les bruits ont cessé, tout simplement. Ce n'était pas une affaire à prendre à la légère. Cela coûtait cher et perturbait au moins une routine de surveillance, ce qui attira la colère des supérieurs du département de la Défense et de la CIA sur le commandant de la base. En plus de sa fonction militaire, cette base servait également de centre pour de nombreuses recherches civiles. Une enquête approfondie a été menée, impliquant des scientifiques, des ingénieurs et des spécialistes de divers domaines. Mais aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée. Je ne crois pas au paranormal, et mon père non plus. C'est la seule histoire étrange qu'il ait jamais racontée après 22 ans de service. Personne ne sait ce qui s'est passé.
C'était vraiment bizarre sous tous les aspects. Des centaines de personnes ont rédigé des rapports et documenté ces événements. Ce n'étaient pas juste des mécaniciens perplexes qui se grattaient la tête et faisaient des suppositions. Il y a une autre partie de l'histoire que ma mère m'a racontée et que je n'avais pas entendue. Après l'une de ces perturbations, un U-2, un avion de reconnaissance, était dans l'atelier avec tous ses systèmes électroniques allumés. Beaucoup de ces systèmes avaient été spécialement conçus pour cet avion et pour cette équipe en particulier. Ces technologies étaient complexes et archaïques, et peu de personnes savaient comment les utiliser. Les seuls sur la base à avoir les compétences nécessaires étaient 2 ingénieurs et l'équipage de l'avion. Ce n'était pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour allumer le tout. Un autre événement étrange fut la disparition de 3 barils de liquide hydraulique. Ils n'ont jamais été retrouvés. Bien qu'ils aient envisagé que les bruits de hurlements proviennent du vent, ils ne correspondaient ni à la durée, ni à la régularité des rafales habituelles. Les vents ne produisaient jamais ce genre de son. Certains ont même pensé à un ours polaire, mais si c'était le cas, la synchronisation avec les autres événements était d'une coïncidence absolument étrange. Enfin, le contrôle a capté des interférences bizarres et des lectures anormales qui, encore une fois, se produisaient toujours en même temps que ces bruits. Ils n'ont jamais pu reproduire ces anomalies dans un environnement contrôlé. Ancien sous-marinier ici. Il y a peu de choses aussi inquiétantes que de se retrouver seul en poste dans la salle des machines de 23h30 à 5h30. Quand le sous-marin est largement à l'arrêt en port, c'est un endroit incroyablement silencieux. Les rondes de surveillance sont généralement un jeu pour passer les heures, surtout dans les niveaux inférieurs. Une période particulière en port, le bateau était amarré à Pearl Harbor, et quelques personnes ont commencé à se plaindre d'une sensation vraiment étrange. J'étais de garde de nuit en tant que SEO, et un senior chief est revenu pour faire sa ronde obligatoire à 3 heures. On l'a vu passer devant la salle de manœuvre en direction du couloir de l'Arbre d'Hélice. Ce senior chief était du type vieux loup de mer, du genre à passer un moment seul dans les niveaux inférieurs de la salle des machines à méditer sur la vie, donc on s'y attendait un peu. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était qu'il revienne littéralement en courant quelques minutes plus tard dans la salle de manœuvre. L'homme était pâle, il respirait lourdement. On s'est tous redressés, les yeux aussi écarquillés que les siens, pensant qu'on allait devoir annoncer et gérer un accident à bord. Il s'affaisse dans le fauteuil de l'EDO. Quelques moments tendus et silencieux passent. On est sur des charbons ardents. Finalement, il ouvre la bouche et nous parle du « putain de fantôme dans le couloir de l'Arbre d'Hélice ». Il jure qu'un marin est passé devant lui alors qu'il était assis sur une poubelle dans le couloir de l'Arbre d'Hélice. Sa première réaction a été d'appeler le type pour savoir qui c'était. Mais il s'est rendu compte que cet homme n'était pas habillé correctement. Il décrit ce que portait le type, un uniforme de la marine de la Seconde Guerre mondiale. Alors il se lève rapidement pour rattraper le gars, et il le fait. Il rattrape cet homme jusqu'à l'arrière du sous-marin. L'homme se tourne alors vers le senior chief. Le regarde dans les yeux. Puis se retourne et marche littéralement à travers l'arrière du bateau. C'est à ce moment-là que le senior chief décide qu'il est temps de quitter le couloir de l'Arbre d'Hélice, ce qu'il fait immédiatement. Il jure haut et fort qu'il sait ce qu'il a vu. Pour ma part, j'étais bien trop nerveux pour quitter la salle de manœuvre cette nuit-là pour aller vérifier par moi-même. Au début, on a supposé que c'était juste quelques instructeurs qui jouaient un tour, mais pendant un entraînement, au milieu de la nuit, on a entendu un cri perçant, glacé jusqu'aux os. Il était clair que c'était celui d'une femme. Le lieutenant en charge a immédiatement ordonné un contrôle rapide des effectifs, puis a commencé à appeler le centre d'entraînement pour comprendre ce qui venait de se passer. Les instructeurs sont sortis de leur quartier, ont fait quelques vérifications, mais n'ont rien trouvé. Ils nous ont expliqué que ce n'était pas la première fois qu'une unité signalait le même genre d'incident à cet endroit. Cela nous a tous laissés sur le qui-vive, car malgré les recherches, personne ne savait d'où venait ce cri ni ce qui l'avait causé. C'était aussi étrange qu'inquiétant. C'était pendant ma formation à Groton,
Connecticut, à l'école de base pour sous-mariniers. Je faisais une ronde dans les dortoirs la nuit. Je devais former quelqu'un, donc je lui montrais les bases, ce qu'il fallait vérifier et comment vérifier. C'était principalement des extincteurs et des portes sécurisées. Eh bien, au 2e ou 3e étage des dortoirs, il y avait une salle de loisirs avec une télévision, des chaises et un piano. Il était 2 heures du matin, et tout le monde dormait. J'ai décidé d'aller voir si je me souvenais un peu de jouer du piano. Nous avons décidé de continuer la ronde, alors nous avons commencé à marcher dans le couloir, quand soudain, nous avons entendu une seule note de piano. Nous l'avons tous les deux entendue alors que je parlais, et on s'est regardé, un peu confus, pour voir si nous avions entendu le même bruit. On a haussé les épaules, pensant que notre imagination faisait des siennes. Mais dès qu'on est arrivé au bout du couloir et qu'on a ouvert la porte des escaliers, une note de piano aiguë a retenti, venant du fond du couloir, dans la direction de la salle avec le piano. On a quitté l'étage aussi vite que possible et, plus tard, en racontant l'histoire à quelques camarades de la marine, ils nous ont parlé d'histoires de marins morts dans les dortoirs. Ce genre d'expérience reste gravé dans la mémoire, surtout dans des endroits où l'on sait que des événements du passé pourraient encore hanter les lieux. C'est étrange d'entendre des bruits dans un endroit aussi silencieux et désert à une heure aussi tardive, et cela reste un mystère qu'on n'a jamais pu expliquer. J'ai été stationné à Irvine, en Californie. C'est une longue histoire, mais il y a une route de 30 miles qui relie Barstow, la ville la plus proche, à la base, qui se trouve au cœur d'un grand désert désertique. Le long de cette route, on trouve des dizaines de croix dédiées à des soldats et à des familles de soldats qui ont eu des accidents sur cette route au fil des années. Un soir, un ami à moi, qui était mon camarade de peloton, et moi étions en route pour rentrer de notre virée au centre commercial de Victorville. Lorsque nous avons commencé à parcourir la portion de route qui mène à Irvine, j'ai remarqué des traces de pneus fraîches, couvertes de sang, qui s'étaient écartées de la route pour se diriger directement vers une croix, qui portait une date, quelque chose comme 20 juin 1989. Ça m'a vraiment effrayé, je pensais que j'avais vu des choses. Environ 20 minutes après avoir pris cette longue route isolée à 2 voies menant au désert vide, je regarde mon ami qui conduisait, chantonnant une chanson. Et puis, alors que nous roulions à environ 120 km/h, quelque chose a surgi devant nous. J'ai eu juste le temps de distinguer ce qui ressemblait à une grande créature humanoïde avec des poils et un visage poilu et mouillé. Elle nous regardait droit dans les yeux, bien qu'on roulait à 120 km/h et qu'elle courait juste devant notre voiture. La chose était grande, au moins 2,10 mètres, marchant sur 2 jambes. Mais les yeux étaient comme, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à cet instant précis où elle s'est retournée pour nous regarder, au moment où son corps a pivoté et que j'ai regardé dans ses yeux, c'était comme si le temps ralentissait et ses yeux étaient des vides blancs. Ce n'était pas vraiment un reflet, plus comme une lumière morte. Et ce n'était pas un regard de peur, mais un regard de « je te vois ». C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Quoi que ce soit, ce n'était ni humain, ni animal. C'était sentiente, mais pas comme nous. Je ne dirais pas que ça avait des pouvoirs, mais quoi que ça nous ait fait, je ne sais pas. Je me suis tourné vers mon ami qui a crié « bordel !» et puis la créature elle s'est précipitée de l'autre côté de la route. Mon ami a cru qu'on avait failli heurter quelqu'un, alors nous nous sommes arrêtés pour vérifier, mais quoi que ce fût, cela s'est enfoncé dans le désert vide de la nuit. Il nous a fallu encore 20 minutes pour atteindre la base et nous sommes restés là, musique éteinte sans parler. Il était silencieux, ce qui n'était pas du tout son genre, pas Brian. J'ai essayé de trouver quelque chose à dire, mais nous étions trop secoués pour vraiment parler. Une fois arrivés à la base, nous avons raconté l'histoire à nos camarades de groupe, mais personne ne nous a cru. Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai commencé à entendre des murmures discrets de gens qui ne voulaient pas en parler ouvertement, mais qui disaient avoir vu des apparitions similaires. Des années plus tard, après avoir quitté le service, j'ai fait quelques recherches en ligne et j'ai appris des légendes autochtones transmises par les Amérindiens, qui disaient que le Bigfoot vivait dans les étendues salées du désert. Google m'a montré plein d'informations intéressantes. Quoi que ce fût, mon ami est devenu aussi blanc qu'un fantôme ce soir-là et nous n'avons jamais reparlé de ça entre nous.
Pendant une mission en Amérique du Sud, mon équipe a rencontré ce que je ne peux décrire que comme un alien de type chasseur furtif avec des dreadlocks. Il nous a éliminés un par un de la manière la plus efficace et sans effort possible. Gardez à l'esprit que nous étions tous des opérateurs aguerris venus de Fort Bragg, pratiquement tous des tyrannosaures sexuels. Mon commandant était le seul à avoir survécu après avoir affronté l'ennemi au corps à accent grave corps, mais il a fini par réussir à atteindre l'hélicoptère. Lentement, sans que nous puissions réagir, il nous éliminait avec une précision mortelle, exploitant chaque faiblesse, chaque instant d'inattention. C'était comme si cet être avait été conçu pour traquer, tuer, sans un bruit. Aucun de nous n'a vu venir la menace. Le reste de l'équipe a succombé un après l'autre dans un silence glacé. Tout ce dont je me souviens, c'est de la sensation d'être observé avant chaque attaque, comme si l'on était pris dans un piège où chaque mouvement, chaque bruit pouvait être fatal. Ce que j'ai vu ce jour-là reste gravé dans ma mémoire, et bien que cela puisse paraître absurde à certains, il n'y a pas de doute dans mon esprit que ce n'était pas un homme, pas un ennemi traditionnel. Mon commandant, après un combat acharné, a été celui qui a pu sortir vivant, mais même lui n'a jamais été le même après cet affrontement. Que ce fût une rencontre avec une entité extraterrestre ou quelque chose de plus sombre et plus sinistre, personne n'a jamais su exactement ce que c'était. Mais cette expérience m'a laissé une impression indélébile, et depuis ce jour-là, on se demande toujours ce qu'il y a vraiment là-bas, dans ces coins oubliés du monde. Mon père jure que, lors d'un déploiement en mer, il a vu quelque chose apparaître sur le radar d'une manière qui indiquait que l'objet se déplaçait à des vitesses incroyables. C'était un spécialiste de la défense antiaérienne et des missiles dans la marine des États-Unis, dans les années 70 et début 80. Ce n'était pas vraiment paranormal, mais il m'a aussi raconté qu'une fois, lorsqu'ils sont arrivés en port, je crois que c'était en Roumanie, des types de la KGB tentaient de se faire passer pour des civils et leur posaient des questions comme combien les marins gagnaient et autres. Bien sûr, mon père leur a répondu qu'il possédait 5 voitures de sport chez lui, qu'il gagnait à 6 chiffres, et que les missiles sur son navire pouvaient atteindre des cibles bien au-delà de leur portée réelle. Un de mes amis était affecté à la base aérienne de Kadena, à Okinawa, dans les années 2000. C'était une journée normale, avec toutes les activités habituelles sur la base, à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsque les sirènes ont retenti, suivi d'un avertissement demandant à tout le personnel de se rendre à la salle à manger de la base. Mon ami, et tout le monde, était un peu perdu, mais il a suivi les ordres. Lorsqu'ils sont arrivés à la salle à manger, ils ont trouvé tous les membres du personnel de la base présents, un officier en uniforme prenant les présences. Le commandant de la base a calmé tout le monde et leur a dit qu'il prenait simplement une petite pause, qu'il n'y avait rien à craindre, et que tout le monde reviendrait au travail sous peu. Tout le monde s'est assis aux longues tables, se grattant la tête et se demandant ce qui se passait. Cette pièce de la salle à manger était située à l'intérieur, sans fenêtre. Une fois que la liste de présence a été terminée et que tout le monde a été comptabilisé, le commandant est parti, et des soldats armés de fusils automatiques ont fermé les portes de la salle et se sont mis à l'intérieur, restant sur place à l'attention, empêchant essentiellement toute personne de quitter la pièce. Cela a suscité encore plus de discussions, mais personne n'a paniqué. Quelques minutes plus tard, un bruit de moteur incroyablement fort a commencé à se faire entendre, approchant de la base. À mesure que l'objet se posait, il secouait toute l'île. Des photos encadrées sont tombées des murs et des trophées dans des vitrines ont été secoués. Le bruit du moteur et les secousses se sont ensuite arrêtés. Les discussions ont de nouveau redoublé, alors que tout le monde se demandait ce qui se passait. Après environ 1 heure, le bruit recommence, et l'île se remet à trembler alors que l'objet, quoi qu'il soit, décolle rapidement, son bruit s'estompant peu à peu. Peu après, le commandant de la base est entré et a annoncé que tout le monde pouvait retourner au travail, leur conseillant de ne pas discuter de cette pause et de simplement oublier ce qui venait de se passer. Quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il a immédiatement suggéré qu'il s'agissait probablement d'un avion espion classifié, comme ceux développés par Skunkworks, peut-être l'Aurora, qui aurait dû se poser pour des réparations d'urgence ou pour se ravitailler. Bien sûr, a-t-il dit,
puisqu'ils nous ont empêchés de le voir, je ne saurais jamais vraiment. Un de mes sergents instructeurs a une histoire assez flippante provenant de l'une de ses déploiements en Afghanistan. Il était dans l'infanterie, donc passer plusieurs semaines sur le terrain, sans mission, n'était pas rare. Une nuit, alors qu'il dormait dans une position de combat qu'il avait creusée, il a ressenti quelque chose grignoter ses pieds. Il s'est réveillé et a donné un coup de pied pour éloigner ce qui le dérangeait, mais ce qu'il a vu n'était pas un marsupial, mais une petite silhouette humanoïde qu'il a seulement pu décrire comme ressemblant à Gollum. Mais étant sur le terrain avec peu de sommeil, il a décidé que c'était probablement juste une hallucination. Quelques jours plus tard, lui et un autre gars étaient de garde, et l'autre gars a pointé quelque chose du doigt et a dit « C'est quoi ce bordel ?» en montrant un mur de pierre au loin. Mon sergent a regardé à travers ses jumelles et, sur le sommet de ce mur de pierre, il a vu exactement la même petite créature humanoïde qu'il avait rencontrée quelques nuits auparavant, en train de ramper. Cela l'a vraiment perturbé. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu, mais ça l'a marqué, et il n'a jamais pu vraiment se débarrasser de l'idée qu'il n'avait pas halluciné cette première fois. Il avait vu quelque chose, et c'était clairement le même être. À l'époque, je travaillais de nuit dans la zone de stockage des munitions, qui est clôturée de barbelés. Toute la zone est assez étendue, avec plusieurs bâtiments, et suffisamment grande pour qu'on se déplace généralement en voiture d'un bâtiment à l'autre. En raison de la nature du travail, les bâtiments sont espacés avec un espace dégagé entre eux. Donc, cette nuit-là, les seules personnes présentes dans le dépôt de bombes étaient les environ 8 personnes de mon équipe, et un gars dans le bâtiment de contrôle. Il était dans un autre bâtiment, et on avait une ligne directe avec lui via ce qu'on appelait le badphone. Il était environ 2 ou 3 heures du matin en plein été en Caroline du Sud, donc l'air était chaud et très calme. Il n'y avait absolument pas de vent, et on avait laissé la porte du réfectoire ouverte pendant qu'on regardait un film. Nous étions en stand-by pour le support de ligne de vol, et il ne se passait rien. La rumeur disait que le petit bâtiment dans lequel on travaillait avait été construit par des prisonniers de guerre allemands pendant la guerre, et je sais qu'il y en avait effectivement à l'époque. Il était petit, avec une salle de pause principale, un petit bureau de dispatch à travers une porte, et quelques bureaux à partir de ce dernier. Il y avait 2 portes, une dans la salle de pause et une autre du même côté du bâtiment dans le bureau de dispatch, à environ 6 à 9 mètres l'une de l'autre. Les 2 avaient des barres de poussée à l'intérieur, mais seule la porte de la salle de pause pouvait être ouverte de l'extérieur, car le loquet externe de la porte de dispatch était cassé, et seule la barre interne fonctionnait. Eh bien, nous étions tous dans la salle de pause, à l'exception de celui qui était verrouillé dans le bâtiment de contrôle, pour des raisons de sécurité, lorsque soudainement, un bruit fort retentit de la porte du dispatch dans la pièce à côté. C'était comme si quelqu'un avait couru, frappé la barre de poussée, et que la porte s'était ouverte, puis refermée après quelques secondes avec un bruit sourd. On s'est tous regardés, genre, qu'est-ce que c'était, et on a commencé à vérifier. On avait des maglites dans nos sacs d'équipage, donc quelques gars les ont prises et ont balayé autour du bâtiment dans les 2 directions. Un autre a appelé le contrôleur sur le badphone, qui a répondu et a nié avoir joué avec nous. Il n'y avait aucune possibilité qu'il ait pu faire ça et revenir à son téléphone à temps, et encore moins sans être vu ou entendu. Ceux qui ont de l'expérience savent à quel point le son porte à 3 heures du matin en été en Caroline du Sud. On pouvait entendre les bips des codes de sécurité à plusieurs centaines de mètres, c'est pas une blague. Il n'y avait aucune façon qu'il ait pu retourner à son bâtiment aussi vite, traverser les couloirs, taper son code et arriver au téléphone à temps. Mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'était cette barre. La porte ne pouvait tout simplement pas être ouverte de l'extérieur, et nous tous avons entendu cette barre être poussée avec force. La porte s'est ouverte, est restée un moment, puis s'est refermée. Et il n'y avait absolument aucun vent, et s'il y en avait eu un, il serait passé devant nous, assis juste devant l'autre porte. C'était vraiment bizarre. D'autre part, il y avait des moments aléatoires où je devais aller chercher une remorque ou autre derrière l'un des autres ateliers au bout du dépôt de bombes, et dès que je sortais de mon camion pour faire mon inventaire, j'avais une sensation terrible. Ce que je peux décrire comme des frissons dans le dos, et ce que je ressens le mieux, c'est que quelque chose était juste au-dessus et derrière moi, et détestait que je sois là.
Une colère, une rage, une haine se dégageaient, et ça ne disparaissait pas avant environ 15 minutes après être reparti du bâtiment. Une nuit, un autre conducteur, arrivé là avant moi pour une remorque, m'a demandé si j'avais une sensation bizarre là-bas, et bien sûr, j'avais la même impression, donc je sais qu'au moins une fois, quelqu'un d'autre l'a corroboré. Tout cela s'est passé pendant le quart de 11h à 7h30. J'ai entendu quelques autres histoires de gens sur des trucs bizarres qui se produisaient la nuit, mais ce ne sont pas mes histoires, donc je ne peux pas garantir leur véracité. La seule autre chose qui m'est arrivée là-bas, c'est que j'ai juré avoir vu la silhouette claire d'un homme marchant dans un champ ouvert entre les igloos. En tournant pour entrer mon code de portail, dans le coin de mon œil, j'ai distinctement vu un mouvement, 2 jambes et un bras, comme si quelqu'un était en plein pas. Quand je suis revenu à ma vue normale, il n'y avait plus que le champ vide. Celle-là aurait pu être un tour joué par mon esprit, mais mec, cet endroit était vraiment flippant. Ça fait presque 15 ans, et ça me donne encore des frissons rien que d'y penser. Une fois, dans une base de l'Air Force en République de Corée, il y a eu une panne de courant pendant la nuit. Nous sommes tous sortis de notre hangar pour voir ce qui pouvait être à l'origine du problème, et c'est là que nous avons aperçu une forme triangulaire immense qui passait au-dessus de notre hangar. La nuit était claire, sans lune, juste avant l'incident, et lorsque nous sommes sortis, nous avons vu le ciel étoilé se couvrir lentement, puis se découvrir petit à petit. Aucun bruit ne venait de cet objet, à part les sons habituels de la base. Je n'oublierai jamais ce moment. C'était comme si le ciel lui-même se déplaçait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Cette expérience m'a marqué d'une manière difficile à décrire. Voici les histoires de mon père. Il a servi dans les marines taïwanais en tant qu'instructeur. Une grande partie du terrain à Taïwan a été le théâtre de violences pendant l'occupation, et il se murmurait que sa base était construite sur ou près d'une fosse commune. Inutile de dire qu'il a vécu quelques événements paranormaux. Un matin, un de ses hommes est venu lui rendre compte, épuisé et visiblement perturbé. La veille, il était de service de garde, surveillant le champ de tir. Les cibles sur le champ étaient un mélange de figures en argile et en bois, découpées et peintes pour ressembler à un soldat ennemi pointant son fusil vers vous. Selon le garde, lorsqu'il était complètement ennuyé à fixer l'horizon, il a vu un des soldats en argile poser son fusil avec lassitude et soupirer « Merde, je suis fatigué ». Le garde a avoué avoir perdu connaissance de peur après ça. Le soir, lorsque l'entraînement était terminé, les sergents avaient en général un peu de temps pour eux. Mon père aimait partir à la recherche de serpents au crépuscule, quand la chaleur montait du sol et que les serpents sortaient de leurs trous. Une soirée, il s'est équipé, un sac, un long bâton et une lampe de poche. En se dirigeant à travers le champ, zigzagant dans un modèle de recherche, il s'est approché d'un vieux cabanon délabré, abandonné car trop éloigné de la base. Lorsqu'il s'en est rapproché, il a ressenti soudainement une forte appréhension, quelque chose lui disait qu'il ne fallait pas s'aventurer près de ce cabanon. À ce moment-là, sa lampe de poche, pointée droit sur la construction, s'est éteinte. Il a manipulé la batterie, l'a frappée, puis a pensé « Putain, faut que je change la pile » et a fait demi-tour pour repartir. À l'instant où il se tourna pour regarder en direction de la base, la lampe se ralluma. Parfait, je vais continuer à chercher. Mais dès qu'il se retourna vers le cabanon, elle s'éteignit à nouveau. Il se tourna vers la base, et elle se ralluma. Il a répété cette manœuvre 2 ou 3 fois, a compris le message, s'est excusé à voix haute pour son intrusion et est retourné calmement à la base. La base elle-même était entourée de forêts et de montagnes, le terrain naturel de Taïwan. Un jour, un soldat fut signalé comme disparu. À mesure que la journée avançait, il devenait évident qu'il avait soit déserté, soit qu'il était dans une situation sérieuse. Une équipe de recherche fut envoyée, et la plupart de la base participa aux recherches sous la pluie. À la tombée de la nuit, ils durent arrêter les recherches et se préparèrent à recommencer le lendemain. Le matin, ils retrouvèrent le soldat, trempé et caché dans une grotte sombre et humide, terrorisé et muet de peur. Personne ne sut jamais ce qu'il avait vu pour l'effrayer à ce point, et ils ne le découvrirent jamais.
Le soldat fut envoyé ailleurs peu de temps après. Enfin, pendant l'une de ces années sur la base, celle-ci fut frappée par un énorme typhon. Les typhons sont assez réguliers à Taïwan, surtout en été, mais celui-ci allait battre des records. Tout le monde se barricada et renforce la base du mieux qu'il pouvait. La base a bien résisté, et après plusieurs jours de pluie et de vents incessants, ils sont sortis pour évaluer les dégâts. Un des arbres de la base avait plusieurs centaines d'années, il se trouvait sur une colline et surplombait la base. Il avait été le site d'un petit sanctuaire bouddhiste placé à ses racines. Après la tempête, les racines de l'arbre étaient tordues et montaient dans les airs, la tempête avait déraciné l'arbre. Pourtant, le sanctuaire lui-même était intact, même le tissu de soie rouge, qui ne devait être retenu par rien, n'avait pas bougé d'un centimètre malgré les vents violents qui avaient déraciné l'arbre après des centaines d'années. Les soldats prirent cela comme un signe que, peu importe les épreuves qui se présenteraient, leur esprit resterait fort et inébranlable. Mon escadron est dans une installation secrète qui est rattachée à une base dans un État, mais elle est sous le commandement d'un autre. Bref, tout l'endroit est sacrément hanté. Parmi les nombreuses choses paranormales que j'ai vécues, celle qui m'a le plus marqué, c'est de voir des pilotes ou des membres d'équipage morts depuis longtemps en train de faire des vérifications sur leurs avions. C'est fascinant, et plutôt triste. Ils sont totalement dans leur élément, disparaissent rapidement, mais j'ai noté des uniformes de différentes décennies et branches militaires. Au début, ça me terrifiait, mais maintenant, c'est devenu une sorte de normalité. Tout le monde l'accepte comme si c'était un fait quotidien. Beaucoup de techniciens les ont vus, ça ne devient vraiment étrange que quand je suis là, seul, très tôt le matin, avant même le lever du soleil. Certains d'entre eux semblent presque briller. C'est vraiment perturbant. Actuellement, je suis affecté sur un porte-avions mis en service en 1977. Il n'y a jamais de manque de choses effrayantes sur ce navire la nuit. Je travaille en sécurité, et nous alternons entre les quarts de jour et de nuit de temps en temps. Je me souviens d'une nuit où mon pote devait monter sur le pont d'envol avec un fusil, partant de notre armurerie, premier pont, jusqu'au pont d'envol, niveau 04, soit un écart de 5 étages. C'est une sacrée distance à parcourir seul la nuit. Donc, il arrive à un endroit du navire qui est presque plongé dans le noir total, à un étage juste sous le pont d'envol, et il entend des bruits de pas derrière lui. Il se retourne et personne n'est là. Il accélère le pas, et au fur et à mesure, il entend à nouveau les mêmes bruits de pas. Il se retourne encore, et cette fois, il voit une silhouette sombre à environ 9 mètres derrière lui. À ce moment-là, il commence à courir à toute vitesse. Puis, il entend les pas accélérer aussi, comme si quelqu'un le poursuivait. Il court alors à toute vitesse jusqu'à la dernière volée d'escalier menant au pont d'envol, et file vers l'avant du navire où nous étions. Il était aussi blanc qu'un fantôme et nous a raconté ce qui s'était passé. On évite maintenant cette zone du navire. Sinon, au 7e pont du navire, le 2e avant la coque, il y a des zones de stockage de munitions, essentiellement où on garde nos bombes pour les avions. Eh bien, autrefois, une petite fille est tombée dans une des échelles, ce qui correspond à une chute de 6 étages. Elle est morte. Il y a des chaînes et divers objets qui peuvent bouger, et on dit qu'à la nuit tombée, si tu n'es pas attentif, perdu dans tes pensées, elle passe et fait cliqueter les chaînes suspendues au plafond et déplace des objets. Le fantail, qui est la zone extérieure du navire à l'arrière, donnant sur l'eau, est un endroit où plusieurs fantômes viennent perturber les 2 guetteurs en garde. L'un des fantômes est celui d'une petite fille. Tu entends son rire, puis un ballon rebondir sur le pont, et enfin un éclat dans l'eau. Il y a aussi un autre fantôme qui s'approche de toi pendant que tu somnoles en garde. Il sera en uniforme de cérémonie, te tapote l'épaule et te dit « ne rapporte pas ça », puis saute dans l'eau. À part ça, il y a toujours cette sensation d'être observé la nuit, surtout quand tu es seul dans certaines zones du navire. Fort Carson, lors de l'exercice Warhorse Strike en 2015. C'était le dernier jour d'un problème de terrain de 2 semaines. On était tous prêts à partir et à rentrer chez nous,
mais on ne pouvait pas partir avant le lendemain parce que nos bons amis de la batterie d'artillerie avaient perdu une paire de mers pour voir dans l'obscurité. Naturellement, on était tous à court de tabac, de dip et de caféine, et depuis notre emplacement, on pouvait voir nos baraquements près du champ d'hélicoptères. Un de nos « je pars cette année » a battu sa « type », un E8 qui était en manque de nicotine, a organisé une patrouille nocturne. On allait faire un mouvement tactique de nuit jusqu'à la porte 20 où il sécuriserait une cible d'opportunité sous la forme de sa femme qui nous lancerait quelques paquets de cigarettes, des Red Bull bas de gamme et quelques cartons de Pall Mall pourris ou quelque chose d'équivalent par-dessus la clôture afin qu'on puisse les récupérer et être de retour avant le lever du soleil. On est parti, motivé par l'addiction et l'ennui. Ce terrain d'entraînement était notre arrière-cour. On faisait des marches au sac et d'autres exercices similaires ici presque chaque semaine, de nuit comme de jour, et à chaque moment entre les deux. On n'était pas privé de sommeil puisque nous attendions juste que l'artillerie se ressaisisse, et honnêtement, ça aurait dû être une mission du genre traverser la vallée et prendre le sentier parallèle. Dans le fond de cette vallée, il y a un ruisseau. C'était début automne, et il était presque sec. Le son porté et les odeurs étaient atténués. La nuit était d'une clarté cristalline, avec une mince lune décroissante et une illumination limitée, mais bon, on avait des lunettes de vision nocturne. Au moment même où on traverse ce ruisseau, on est frappé par l'odeur la plus répugnante. Ce n'était pas une moufette ou un animal sauvage non lavé, mais l'odeur qu'on associe uniquement à de la viande pourrie. Ce n'est pas rare de trouver des cerfs morts et autres animaux par ici, mais on avait été en entraînement dans la zone toute la semaine. Il n'y avait rien pendant tout ce temps, et c'était le genre d'odeur qu'on n'aurait pas pu rater, même si on l'avait cherché. Comme si quelque chose était en décomposition avancée. On voulait notre dose. On a donc continué en écrivant ça sur le compte d'un animal mort. La forêt qui entourait le ruisseau faisait environ 200 mètres de large, ce qui nous prit quelques minutes pour la traverser. Moi, étant l'autre NCO du groupe, je me trouvais à l'arrière pour m'assurer que personne ne se perde dans l'obscurité. J'ai déjà été suivi. Je chasse et j'aime être seul. Quand tu as ce pressentiment, cette sensation viscérale que quelque chose te regarde, il n'y a pas d'explication logique. Les arbres obscurcissaient notre vue sur le reste de l'unité et j'étais à l'arrière du groupe. Quand je regarde en arrière, il y a une paire d'yeux brillants dans ma vision nocturne, à moins de 10 mètres de moi. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de munitions réelles. Bien que je n'aurais pas voulu expliquer ça aux officiers supérieurs. L'autre problème, c'est qu'on avait des objectifs, alors on ne pouvait pas enquêter. Tu paries bien que je me suis précipité pour sortir de là et que j'ai grimpé de l'autre côté de la vallée. On a aussi pris le long chemin pour rentrer, histoire de profiter de nos récompenses dans une relative intimité. En 2012, j'ai eu la chance d'être un simple soldat dans l'armée en Afghanistan. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais j'étais responsable des radios pour une petite équipe dans une zone assez reculée, sur un poste de combat. Nous menions des opérations 24 heures sur 24 et, une nuit, nous avons reçu une transmission vraiment étrange. Le signal était très fort, mais on ne pouvait pas déterminer de quelle direction il venait. Cependant, ce qui rendait la transmission encore plus bizarre, c'était ce qui était dit. Je ne suis pas linguiste, mais je connais suffisamment de langues pour savoir que ce n'était ni du pachtoun, ni du dari, et encore moins de l'anglais, c'était carrément du russe. C'est à ce moment-là que les premières alertes se sont allumées, et nous avons commencé à appeler notre centre des opérations et à réveiller les gens. Nous avions un enregistreur et avons réussi à capturer la majeure partie de la transmission avant qu'elle ne s'arrête complètement. Nous n'avions aucun linguiste russe avec nous. On ne savait vraiment pas ce qui se passait. Nous avons envoyé une copie de l'enregistrement sur une ligne sécurisée pour obtenir une traduction. Je savais qu'un des officiers supérieurs de mon unité était aussi linguiste russe, un ancien de l'époque de la guerre froide, alors je lui ai demandé d'écouter. Il était un peu rouillé, mais il a compris l'essentiel du message. C'était un appel de détresse demandant de l'aide, leur base était attaquée et submergée. Cela devenait encore plus déroutant car il n'y avait plus de base russe en Afghanistan depuis leur occupation. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qui avait pu causer cela.
Il a suggéré que ça pouvait être un signal préenregistré qui se serait déclenché après toutes ces années, mais qui sait. Ce qui me perturbait dans cette explication, c'est que l'ensemble ne ressemblait pas à un enregistrement. Il y avait un véritable sentiment de détresse dans la voix. Bien qu'il n'y ait pas de bruit de fond, la situation ne semblait pas artificielle. J'étais officier de police militaire stationné en Allemagne. De temps en temps, on recevait des appels concernant des cris de femmes ou d'enfants dans les environs du lycée sur le poste. Lorsque nous arrivions, il n'y avait rien qui se passait, et aucun de nos gardes allemands aux portes n'entendait quoi que ce soit. Il arrivait aussi qu'on doive fouiller le lycée pour s'assurer que personne ne s'y trouvait après les heures. On savait que les poignées de porte tournaient toutes seules, comme si quelqu'un les faisait tourner sans raison. On recevait également des appels concernant des cris venant d'un cimetière de prisonniers de guerre polonais situé sur le poste, qui était sur un chemin de terre, dans une zone presque jamais utilisée du terrain d'entraînement. Quand on arrivait, il faisait toujours un brouillard épais comme jamais, et il n'y avait personne. D'un point de vue surnaturel, je n'arrive à penser qu'à ce qui était réputé être des quartiers hantés à Duckerfield, un site adjacent à la base aérienne d'Eglin, dans l'ouest de la Floride, et le temps que j'y ai passé en détachement avec la sécurité de l'armée de l'air au début de la guerre en Irak. Je sortais des toilettes de ces quartiers lors d'une pause, et j'ai vu cette jeune femme qui semblait juste fatiguée et agacée par quelque chose. L'expression sur son visage, la façon dont ses cheveux étaient un peu en désordre, les plis sur ses vêtements. Je l'ai vue aller à gauche, dans la même direction que j'allais pour sortir. J'ai tourné le coin, mais je ne l'ai pas vue. Je suis sorti, je ne l'ai toujours pas vue. Il n'y avait pas plus de 10 secondes entre le moment où je l'ai vue et le moment où je suis sorti. J'ai demandé à mon homologue de l'Air Force, qui faisait la patrouille dehors, par curiosité s'il avait vu une femme fatiguée sortir avant moi, et il a répondu non, personne n'était passé. Il est vrai qu'on n'était pas de service, on était garé dans le parking des quartiers, donc mon collègue était probablement absorbé par son carnet de bord ou en train de régler la radio, il n'a donc peut-être pas vu la femme. Cependant, cette silhouette s'est déplacée vraiment vite pour disparaître de l'aire de sortie avant que je ne puisse la retrouver. À ce jour, il me reste un petit doute que ce soit réellement un fantôme et qu'elle ait disparu au coin de la rue. Je ne me souviens même pas avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Probablement la distance. C'est l'histoire d'un ami à moi, et je pense qu'il l'a probablement inventée, mais c'est une super histoire de fantôme quand même. Je vais essayer de la raconter du mieux que je peux, mais je ne pourrai pas rendre justice à l'histoire qu'il m'a racontée, surtout que je ne l'ai pas entendue depuis quelques années. Et selon lui, tout cela est classifié. Il était affecté à une base au Moyen-Orient. La base était entourée d'un mur avec des postes de garde à différents endroits autour du mur, et un ou deux autres endroits où les soldats tenaient des postes, y compris les baraquements. Il y avait aussi un grand entrepôt abandonné sur la base qui ne servait à rien. Il avait d'énormes portes lourdes qui s'ouvraient vers l'extérieur à partir du centre, et ces portes étaient toujours fermées. Les soldats devaient passer devant cet entrepôt en changeant de poste. Un soir, alors que mon ami était dans ses baraquements, des coups de feu ont retenti. Tout le monde s'est précipité pour s'équiper et comprendre ce qui se passait. Une fois qu'ils ont compris que les coups de feu venaient de l'intérieur de la base, ils sont allés à l'endroit d'où provenaient les tirs. 2 soldats étaient postés, leurs armes pointées vers l'entrepôt, et ils étaient complètement paniqués. Une des portes de l'entrepôt était poussée légèrement ouverte. Ils ont crié aux soldats de voir ce qui se passait, mais les gars ne bougeaient pas. Ils ont dit qu'une chose noire et imposante était entrée dans l'entrepôt. Une fois qu'ils ont réussi à calmer les 2 gars, ils ont fait une fouille de l'entrepôt et n'ont rien trouvé. Il a fallu 2 soldats pour refermer la porte. La nuit suivante, il y avait des cris provenant de l'intérieur de l'entrepôt. Ils ont effectué une autre fouille. Rien. Le lendemain, plus de cris. Le 3e soir, un autre groupe de soldats changeant de poste a ouvert le feu. Ils avaient une histoire similaire à celle du premier groupe.
Ils ont dit que c'était rapide comme l'éclair et que ça se déplaçait plus vite qu'ils ne pouvaient viser et tirer. Encore une fois, la porte a été poussée ouverte, et il a fallu 2 gars pour la refermer. Après un certain temps, et après avoir confirmé que les soldats étaient mentalement en bonne santé, une plus grande enquête a été mise en place. Ils ont pointé des caméras spéciales sur l'entrée de l'entrepôt, ont envoyé des gars dehors, et ont attendu que quelque chose se passe. Eh bien, une nuit, la porte a été poussée ouverte sur la caméra, et il y a eu littéralement un démon qui est sorti en hurlant à en briser les oreilles. Les gardes ont ouvert le feu et la chose a couru plus vite que ce qu'un humain pourrait faire, retournant rapidement à l'intérieur de l'entrepôt. Les 2 portes se sont ouvertes en grand, et la chose n'a cessé de crier. D'autres soldats sont venus et ont fait une fouille. Rien. À peu près à ce moment-là, les soldats sur la base ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Ils savaient déjà qu'un village près de la base avait un couvre-feu, et que personne ne restait dehors après la tombée de la nuit. Quelques-uns sont allés enquêter sur la raison. Pour faire court, les villageois leur ont dit qu'il y avait un dieu de la mort dans la région, et qu'ils n'osaient pas rester dehors après la nuit tombée. À ce moment-là, une équipe spéciale est arrivée avec plus d'équipement. Des tireurs plus lourds ont été envoyés, y compris mon ami, avec du matériel d'enregistrement spécial. Ils ont ouvert les grandes portes doubles et se sont installés à l'intérieur de l'entrepôt. C'était complètement noir, mais ils pouvaient voir grâce à leur équipement. Ils se sont installés de manière à ce que 2 gars soient face à face, formant un carré de 4 soldats au total. Environ 4 heures se sont écoulées sans que rien ne se passe. Puis, le gars en face de mon ami a commencé à faire un signe de la main. Il signalait qu'il y avait quelque chose derrière mon ami. Le gars à droite de mon ami était en train de somnoler, et l'autre soldat en face de lui était parfaitement immobile. Mon ami a fait un demi-tour rapide depuis sa chaise en position accroupie, laissant de l'espace pour lui et l'autre gars pour ouvrir le feu. Il a dit que lorsqu'il s'est retourné, il a vu ce démon humanoïde, d'environ 2,70 mètres, avec des yeux perçants et menaçants. Quand il a ouvert le feu, la chose était si rapide qu'elle a pratiquement téléporté sur le côté, montant jusqu'au mur jusqu'à ce qu'elle soit sur le plafond. Ils ont continué à ouvrir le feu, mais la chose était trop rapide et apparaissait derrière chaque soldat, mettant leur vie en danger. Finalement, les soldats ont récupéré le matériel et ont abandonné l'entrepôt. Les caméras ont apparemment tout capturé. Mon ami a été débriefé et on lui a dit de ne jamais en parler à nouveau, et le bâtiment a été démoli. Les villageois ont relié ce démon à une ancienne fosse commune près de la base, qui, après les événements ci-dessus, a été déterrée et tout le monde a reçu une sépulture digne de ce nom. Je n'ai sans doute pas tout rappelé correctement, son histoire avait beaucoup plus de détails. La façon dont mon ami raconte cette histoire est tellement convaincante et détaillée qu'il est difficile de ne pas le croire, mais elle est tellement incroyable qu'il est aussi très difficile de la croire en même temps. J'aimerais pouvoir lui faire écrire tout ça pour vous, parce que c'est vraiment fascinant. J'étais dans la Navy des États-Unis et je travaillais dans les communications. J'étais superviseur pendant mon quart de travail et j'aimais bien travailler la nuit pendant les déploiements. On faisait des quarts de 12 heures, de 19 heures à 7 heures du matin. Vers 2 heures du matin, j'entends des bruits sur le système 3MC, qui est notre système de haut-parleurs interne utilisé entre quelques stations du navire. C'était le pont qui demandait à combat s'il détectait quelque chose sur le radar de surface ou d'air, peut-être à 10 miles à l'ouest de nous. Combat répond par la négative, et je n'y prête pas plus attention. Environ 15 minutes plus tard, le pont demande à nouveau et insiste pour savoir s'ils sont sûrs qu'il n'y a rien là. Ensuite, il nous demande si nous avons des messages concernant des navires, des avions ou des phénomènes météorologiques inhabituels dans la zone. Je demande à l'un des gars de faire la demande, et là, mon intérêt est piqué. Je sors du centre de communication et monte jusqu'au pont. C'était sur une frégate, donc le trajet était rapide, et une fois là-haut, je demande ce qui se passe. Un de mes collègues me désigne la bâbord et on se dirige là-bas. Il y a environ 5 ou 6 lumières circulaires, à 10 à 15 miles dans les nuages, assez grandes. Elles ne bougent pas, ne volent pas, elles sont juste stables. Ces lumières projettent aussi de la lumière vers l'océan,
et on peut voir la lumière se réfracter à la surface de l'eau. D'après ce qu'on voyait, ça ne semblait pas être des lumières venant de l'eau, car elles ne traversaient pas les nuages. Les nuages n'étaient pas super épais, c'était légèrement nuageux, et c'était au milieu de la nuit, sans autre source de pollution lumineuse sur l'eau. Il n'y avait rien dans les messages concernant des navires, sous-marins ou avions dans la zone. On était à des centaines de miles de la Terre, et le dernier rapport sur des phénomènes météorologiques inhabituels faisait état d'une trompe d'eau à plusieurs centaines de miles de là. On a essayé de prendre des photos avec notre caméra numérique embarquée, en utilisant une longue exposition, mais on n'a pas pu capturer le phénomène. Après environ 90 minutes, les lumières se sont lentement estompées puis ont disparu complètement. Je suis sûr qu'il existe une sorte de condition météorologique ou atmosphérique qui explique ce qu'on a vu, mais pour toute fin pratique, cela correspond parfaitement à la description d'un ovni. Un objet volant non identifié. J'étais en Irak en 2006, et à la fin de mon mois de service, il était temps de me rendre à la FOB pour ma garde. C'était un moment de répit après nos patrouilles en ville. L'endroit s'appelait Baharia, et c'était un immense complexe que les fils de Saddam utilisaient pour violer et torturer des femmes, du moins c'est ce qu'on disait, même si on ne l'a jamais vraiment vérifié. La tour de garde mesurait 2 étages, et il fallait emprunter un escalier en métal en colimaçon pour atteindre le 2e étage. Une nuit, alors qu'on était à mi-chemin de notre poste, mon pote et moi, on discutait pour passer le temps quand on a entendu quelqu'un courir dans les escaliers, tout équipé. C'était bruyant. On a rapidement mis nos casques, et j'ai jeté ma cigarette. On attendait. Et attendait. Lentement, je me suis retourné pour regarder les escaliers et j'ai pris ma lampe torche et ma SAW. Personne n'était là. Je dis à mon pote que j'allais descendre voir, pour être sûr qu'il n'y avait pas un COG qui attendait dans l'ombre. Je suis descendu, je me suis dirigé vers l'entrée de la tour, et avec ma lampe torche, j'ai vérifié la route devant moi et à ma droite. Personne. Pas de camion qui se serait faufilé sur nous, ni de véhicule gâteur dehors. Les murs des 2 côtés de la route menant à notre tour faisaient 6 mètres de haut et avaient des bouteilles cassées au sommet, donc on savait que personne ne pouvait grimper par là. La tour 5 était également située à l'angle d'un complexe qui s'étendait sur des kilomètres de chaque côté. Je suis remonté et j'ai dit à mon pote que je n'avais vu personne. Il n'y croyait pas et est allé vérifier lui-même. Quand il est revenu, son visage était devenu livide. On est resté en silence pour le reste de notre garde. À chaque fois qu'on le pouvait, on échangeait pour éviter de devoir remonter là-haut. Mon grand-père était pilote dans l'armée de l'air turque il y a longtemps. Étant membre de l'OTAN, ils les ont envoyés au Canada pour fréquenter l'Académie de l'air. Pour vous donner un peu de contexte, il était une personne très rigide et sérieuse. Souvent, cela était lié à son parcours militaire. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en astrophysique et m'a guidé vers la science et les faits tout au long de sa vie. Repose en paix, grand-père. Bref, il m'a raconté que lui et toute l'école, y compris les instructeurs de vol, ont été témoins d'un ovni qui flottait au-dessus du bâtiment principal. Il disait qu'il s'était approché tellement près du sol qu'il était pratiquement impossible de ne pas le remarquer. Puis, aussi vite qu'il était là, l'ovni est monté en flèche, presque instantanément. Selon lui, il devait subir une force G assez importante, quelque chose qui tuerait un être humain. Je n'ai jamais vu d'ovni de mes propres yeux, et chaque objet que j'ai observé dans le ciel avait une explication assez simple. Certaines ont pris plus de temps à comprendre, mais aujourd'hui, cela me vient naturellement. Je suis un peu sceptique quant à l'idée des extraterrestres visitant la Terre, mais la science dit que ce n'est pas impossible. Le paradoxe de Fermi peut facilement être résolu. J'ai servi dans la Navy de 2001 à 2006, et j'ai vu des choses assez perturbantes, mais celle-ci est de loin la plus choquante. J'étais stationné à Norfolk, en Virginie, et dans mon escadron, notre responsable approvisionnement était un type vraiment sympa, un peu nerd, mais globalement cool et accessible. Il faisait toujours un effort pour aider les gens et nous donnait même du matériel supplémentaire si on en avait besoin.
J'étais même allé chez lui quelques fois pour des barbecues et juste pour traîner. Mais il prenait souvent des congés et partait parfois tôt le vendredi. À peu près à la même époque, 2004 ou 2005, la police locale était sur une enquête bizarre. Des valises pleines de parties humaines étaient soit échouées sur la côte, soit retrouvées sur le bord de la route. Personne ne savait qui faisait ça ni pourquoi. Je mentionne cela parce qu'après quelques semaines, un email a circulé dans l'escadron disant que la femme avait disparu et que si quelqu'un avait vu quelque chose ou avait des infos sur son emplacement, il fallait le signaler immédiatement. Bien sûr, personne n'a rien dit, car personne ne savait qu'il était marié. J'étais allé chez lui et je n'avais jamais vu de photo de lui avec sa femme, pour moi c'était un appartement de célibataire typique. Une semaine plus tard, les équipes de recherche de la police retrouvent un corps dans les bois, et il est confirmé que c'est bien elle. Cela fait la une des infos, et lorsqu'il l'interroge, il reste de marbre, sans aucune émotion. Après une longue enquête, il avoue avoir tué sa femme et jeté son corps dans les bois. Il a aussi avoué avoir mis une des valises avec des parties humaines sur la route, mais pas les autres. Cela m'a profondément secoué, car j'avais l'impression de bien connaître ce type. On rigolait souvent au travail, il semblait être un gars totalement normal. C'était pendant le camp d'entraînement de la Navy à Orlando. J'étais seul en garde dans le compartiment des baraquements de notre compagnie. Je vérifiais toutes les fenêtres parce que le commandant aimait en déverrouiller une ou deux pour nous assurer que nous les vérifions toutes. Cela m'a placé entre les lits superposés et le mur. J'ai vu un mouvement dans l'espace ouvert du compartiment, un flash de blanc. Des chaussures blanches signifient une recrue toute neuve, nous, on portait des Oxford noirs depuis un moment. Je suis allé entre les racks vers le centre pour voir qui venait d'entrer dans le compartiment. La porte extérieure n'avait clairement pas été ouverte, et j'aurais entendu la porte près de l'escalier intérieur. La porte de la buanderie était fermée à clé. Debout de l'autre côté de l'espace ouvert, près de l'autre rangée de racks, il y avait une fille avec des cheveux foncés et bouclés, portant les mêmes tenues féminines que moi, chemise bleu clair, pantalon noir. Elle portait des tennis blanches, ce qui signifiait qu'elle n'était là que depuis quelques semaines. Elle m'a regardé, puis elle n'était plus là. Il n'y avait nulle part où elle pouvait aller, on était au milieu du compartiment, à plusieurs mètres de toute porte, et il n'y avait nulle part où se cacher. Je ne l'ai pas vue bouger, elle n'était juste plus là d'un instant à l'autre. Je l'ai vue pendant 1 ou 2 secondes à peine. Ce qui est encore plus flippant, c'est que des années plus tard, notre nouvelle recrue racontait comment elle faisait la patrouille de surveillance au camp d'entraînement, et comment elle retrouvait toujours une paire de baskets blanches dans la buanderie verrouillée d'un compartiment vide. Ça l'a vraiment perturbée. Elle a dit que les lumières rouges semblaient toujours plus sombres là-bas, ils faisaient leur vérification et se barraient aussi vite que possible. Elle pensait que l'un des CC plaisantait avec les chaussures. Je lui ai demandé dans quel bâtiment, quelle aile, quel étage. Et oui, c'était le compartiment où j'avais vu la fille. J'étais un corpsman stationné à Okinawa entre 2014 et 2016. Il y a énormément d'histoires à propos d'Oki et de sa réputation d'être hanté de manière assez flippante. J'ai entendu beaucoup de marines me parler de cas de paralysie du sommeil, où ils se réveillaient la nuit incapables de bouger, avec des figures sombres debout au-dessus d'eux, ou plus souvent des femmes. Le camp Hansen était particulièrement hanté, ou du moins c'est ce qu'on disait. Je travaillais dans les services d'ambulance là-bas, et il y avait un bâtiment de baraquement particulier, je ne me souviens plus du numéro, qui recevait pas mal d'appels pour des incidents de type possession, où des marines devenaient soudainement extrêmement violents et se mettaient à crier des choses sur les démons, au point qu'il fallait environ 10 personnes pour les maîtriser. J'ai personnellement répondu à un de ces incidents. Un marine était en train de boire une bière près du quartier général, un marine bien connu, sans antécédent de maladie mentale ni d'incident, un type assez droit. Soudain, il est devenu délirant en un instant. Il est passé de discuter tranquillement à s'écraser le visage contre les escaliers en hurlant « Arrêtez ça !» Je suis arrivé sur les lieux et il était maintenu au sol par au moins 8 ou 9 personnes. Il se tordait dans tous les sens,
se contorsionnant comme quelque chose tout droit sorti de l'exorciste, essayant de se cogner la tête contre le sol. Tout en répétant « Arrêtez ça ». J'ai fait mon boulot et je l'ai emmené à l'hôpital. Je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agissait d'un phénomène surnaturel, car il y avait aussi un gros problème de drogue à l'époque, et je crois qu'il a été testé positif pour la rhabdomyolyse, qui peut provoquer de la confusion. Mais c'était vraiment, vraiment aigu. Comme si ça arrivait en un instant, pas du tout progressif. Je travaillais de nuit dans un vieux bâtiment qui avait été construit dans les années 50. À un moment donné, je commençais à être vraiment fatigué, alors je suis sorti faire une petite promenade pour me réveiller un peu. Je me suis retrouvé perdu dans le dédale de tunnels souterrains, sans vraiment savoir comment j'avais atterri là. J'ai fini par me retrouver dans une partie du complexe qui semblait être complètement abandonnée depuis des décennies. Tout autour de moi semblait figé dans le temps, comme si quelqu'un l'avait quitté un jour sans prévenir, laissant tout derrière lui. J'étais épuisé et stressé à cause du travail, et cela n'a pas facilité ma capacité à retracer mes pas de manière rationnelle. Chaque recoin semblait cacher quelque chose, et j'avais cette étrange sensation d'être observé depuis l'ombre. Il m'a fallu un long moment, mais j'ai finalement réussi à retrouver ma position sans en parler à personne. Heureusement, c'était la nuit, et personne n'a remarqué que j'étais parti. Un an plus tard, un nouveau gars a rejoint l'équipe, et, au milieu de son tour de nuit, il s'est levé pour faire une promenade. Quelques heures plus tard, il est revenu avec un air complètement déconcerté, comme s'il avait vu un fantôme. Je lui ai simplement fait un signe de tête complice, et il a compris que je savais exactement ce qu'il venait de vivre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.